à tous, nous voici de retour avec mon ami Hugo Galland pour discuter cette fois-ci de l'argument du réglage fin, qu'on appelle en anglais l'argument du fine-tuning. C'est ce dont on va parler dans cette première partie de vidéo. Alors bonjour, merci de m'accueillir sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du fine-tuning, comme tu l'as dit. On va clore aujourd'hui les arguments cosmologiques sur l'existence de Dieu. Donc je voulais faire une petite présentation du fine-tuning avant de commencer. Donc pour nous expliquer ce que tu entendais par fine-tuning, voilà, quel était ton raisonnement sur le sujet. Ouais, c'est ça. Donc voici ma petite présentation sur l'argument du fine-tuning qu'on appelle en français l'argument du réglage fin. Alors, déjà un petit rappel, il faut savoir que depuis la seconde moitié du XXe siècle, les astrophysiciens, donc les scientifiques, ont découvert que certaines constantes fondamentales de l'univers devaient avoir une valeur extrêmement précise, donc finement réglée pour que l'univers soit en mesure d'accueillir la vie. Donc, par exemple, on a la constante de la force faible. Si on la modifiait aussi légèrement que de 1 sur 10 puissance 100, alors cela aurait radicalement empêché l'apparition de toute forme de vie. De même, pour la constante cosmologique, qui a été introduite par Einstein dans la relativité générale, qui permet l'existence d'un univers stable et stationnaire, eh bien, si vous aviez modifié la constante cosmologique, ne serait-ce que de l'ordre de 1 sur 10 puissance 120 en plus ou en moins, alors l'univers n'aurait pas pu accueillir la vie. Donc voilà, si elle avait été un tout petit peu plus petite ou un petit peu plus grande, l'univers se serait dispersé trop vite pour permettre aux étoiles de s'allumer, ou alors il se serait replié trop vite sur lui-même sans que les atomes lourds comme le fer ou le carbone puissent se former. Et donc, les scientifiques sont impressionnés par ce genre de réglage. On a le physicien et cosmologiste Alexander Vilenkin qui affirme à propos de la constante cosmologique qu'une toute petite variation aurait été un synonyme de cataclysme cosmique, comme si une boule de feu avait éclaté sous son propre poids. Il s'agit là du cas qui nous laisse le plus perplexe au niveau du fine-tuning. Et un autre professeur de physique à l'université de Stanford, Robert Langlin, affirme que le réglage de la constante cosmologique est un miracle époustouflant. C'est lui-même en tant qu'athée qui emploie ce mot, un miracle époustouflant. Leonard Susskind, qui est aussi un scientifique non religieux, il affirme dans un de ses articles que ces réglages fins sont des implications troublantes et des événements statistiquement miraculeux. Donc il y a plein d'autres constantes qui sont finement réglées, en plus de la constante cosmologique et de l'autre constante qu'on a vue tout à l'heure. Il y a la constante de densité de l'univers, la charge du proton et de l'électron, la masse de l'électron, du neutron et du proton, la force nucléaire, la force électromagnétique, la vitesse de la lumière, etc. Et donc pour chacune de ces constantes, si l'une d'entre elles avait été modifiée de façon infinitésimale, alors toute forme de vie aurait été impossible. C'est pas juste la vie telle que nous la connaissons, c'est toute forme de vie qui aurait été radicalement impossible. Et il y a une trentaine de constantes environ que les physiciens considèrent être finement réglées. Et ce nombre ne cesse d'augmenter avec le temps au fur et à mesure qu'on découvre d'autres constantes. Donc voilà, j'en ai fait une petite liste ici. Il n'y a pas la trentaine des constantes, mais ça vous donne une petite idée de quel type de constante il s'agit. Donc la question maintenant qui nous intéresse, c'est une question un peu philosophique. Qu'est-ce qui explique ce réglage fin? Quelle est la meilleure explication de ce réglage fin? Alors moi je dirais qu'il y a 3 options. La première option, c'est la nécessité. Donc ça devait être comme ça, et pas autrement. La deuxième option, c'est le hasard. Et la troisième option, c'est l'intelligence. Et donc, moi, je pense que pour montrer que la meilleure option, c'est l'intelligence, il faut montrer que les 2 premières options ont une probabilité qui est faible d'être vraie. Donc, on sait que c'est déjà pas la nécessité parce que ces constantes ne dépendent d'aucune loi physique. Elles ont été réglées en amont de tout phénomène physique, en amont de toute loi physique. Et donc, elles ne dépendent d'aucune loi physique. Elles ne sont pas physiquement nécessaires. On sait aussi que, enfin, on peut du moins légitimement supposer que les constantes qui régissent le cosmos sont contingentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction à ce qu'elles eurent été différentes, un tout petit peu plus grandes ou un tout petit peu plus petites. Donc, par exemple,
il n'y aurait pas de contradiction à supposer que la constante de Planck vaille 6,626,070 fois 10 puissance moins 34 plutôt que 6,626,070 fois 10 puissance moins 34. Ça, ça aurait pu très bien être réglé différemment, enfin, du moins on peut le supposer. Et donc ces constantes n'ont pas en elles-mêmes la raison de ce réglage fin. Et donc il nous reste l'option du hasard dont il faut traiter. Déjà, oui, je rajoute que l'option de la nécessité n'est défendue par presque personne au niveau académique. Dans les publications qui concernent le fine-tuning, aucun physicien ne défend que ces constantes sont physiquement nécessaires. Enfin, du moins, j'en ai pas trouvé. Et alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de l'hypothèse du hasard? Est-ce que l'hypothèse du hasard est crédible? Moi, je dirais que c'est pas crédible parce que la probabilité d'avoir toutes ces constantes qui sont finement réglées en conjonction les unes avec les autres, elle est estimée à avoir moins d'une chance sur 10 puissance 300. Et donc, on a un astrophysicien asiatique qui avait calculé que la probabilité d'atteindre une cible de 1 cm² située à l'autre bout de l'univers en tirant à l'aveugle une seule flèche depuis la Terre, sans savoir dans quelle direction se trouve la cible, ça serait de l'ordre d'une chance sur 10 puissance 60. Et donc, c'est ridicule en comparaison à une chance sur 10 puissance 300. Et pourtant, il ne viendrait personne, enfin, personne n'aurait l'idée de se dire que si quelqu'un atteignait une cible de 1 cm² située à l'autre bout de l'univers en tirant au hasard comme ça serait de la pure chance. Non, il y aurait effectivement l'hypothèse de l'intelligence qui nous sauterait aux yeux. Donc, raison de plus pour l'appliquer au cas de ce réglage fin. Donc après, il y a souvent l'objection des athées qu'on retrouve un peu dans la littérature philosophique sur le fine-tuning. Certains philosophes supposent qu'il pourrait y avoir une infinité d'univers et que nous avons eu la chance de tomber dans le bon. Alors moi, je dirais que cette réponse, elle n'est pas crédible pour deux raisons. Premièrement, parce que ça serait une violation du principe du rasoir d'Occam qui favorise les théories simples aux théories complexes si leur pouvoir explicatif est équivalent. Et donc, il n'y a pas besoin d'invoquer d'autres hypothèses inutiles si une hypothèse simple permet de rendre compte de l'ensemble des faits. Et donc, quand on voit que la constante cosmologique est réglée avec une précision de l'ordre de 1 sur 10 puissance 120, on ne se dit pas, oh bah si ça se trouve, par accident, il est possible qu'il y ait des milliards, enfin 10 puissance 120 univers, et il se trouve que nous trouvons dans le seul qui est capable de produire la vie. Ça ne serait pas très plausible comme hypothèse, et on pourrait même dire que d'un point de vue philosophique, c'est ad hoc. On suppose d'autres hypothèses sans aucun fondement, juste pour pouvoir éviter l'hypothèse théiste. Et d'ailleurs, historiquement, le multivers, ça vient de là. Hein. Personne n'avait postulé l'existence des multivers avant qu'on découvre le fine-tuning. Historiquement, c'est une raison qui a été faite juste, qui a été postulée juste pour éviter l'hypothèse de l'intelligence créatrice. Et donc, on peut répondre aussi que même si on supposait que les multivers existaient, alors qu'il n'y a aucune évidence empirique, aucune confirmation empirique de leur existence, même si on supposait que les multivers existaient, eh bien, il faudrait se poser à nouveau la question de qu'est-ce qu'il y a de l'existence d'un générateur d'univers qui produise ces univers avec ces constantes réglées de manière aléatoire. Et donc, le mécanisme permettant l'actualisation des possibilités de réglage aurait lui aussi plausiblement besoin d'être réglé. Et donc postuler un générateur d'univers ne ferait que déplacer la question du réglage d'un cran. Il faudrait expliquer, mais qu'est-ce qui a réglé ce générateur d'univers qui génère ces univers avec des constantes qui sont réglées de manière aléatoire. Donc, pour cela, je pense que l'hypothèse du hasard échoue, et comme ce n'est ni le hasard ni la nécessité, et que je pense que ce qui est ni l'effet du hasard ni l'effet de la nécessité et l'effet de l'intelligence, il s'ensuit que c'est l'intelligence créatrice qui est l'hypothèse la plus probable pour expliquer le réglage fin. Voilà un petit peu une présentation courte de l'argument. Je ne peux pas rentrer dans toutes les objections ici, mais voilà, au moins ça aide à présenter les choses. Donc, avant toute chose, déjà l'idée que la vie puisse être considérée comme une structure spéciale, donc plus importante que les autres structures complexes qu'on trouve dans l'univers, pour moi, c'est assez arbitraire. Donc, je pense que l'argument repose entièrement sur l'observation d'un niveau de complexité de structure à partir des lois de notre univers. Donc, moi, plutôt que de parler de l'apparition de la vie, qui, à mon avis, semble être un argument à part entière, je pourrais reformuler la question du fine-tuning comme étant pourquoi finalement l'univers dispose de constantes fondamentales qui permettent une grande complexité d'agencement de la matière, alors que tirer au hasard
la plupart de ces valeurs, de ces constantes, auraient mené à une complexité moins élevée de l'univers. Je pense que déjà, c'est une façon plus correcte de tourner l'argument. Après, parler de réglage fin pour soulever cette problématique, pour moi, c'est déjà adopter un discours à charge, parce que ça présuppose que l'univers a été réglé comme si une force extérieure avait fixé ses paramètres. Donc, c'est un vocabulaire. Alors, dans ce cas-là, oui. Ouais, on peut juste modifier et parler d'ajustement fin des constantes. Tu peux trouver un terme tout à fait neutre qui n'est pas chargé, comme l'est le mot réglage, mais il faut savoir que même utilise le mot fine-tuning, alors qu'il ne croit pas en l'existence d'un Dieu créateur. Et donc, il faut bien qu'on trouve une expression pour communiquer une idée. Donc, on emploie réglage fin. Dans l'argument, ça ne présuppose pas qu'il y a un créateur. C'est la conclusion de l'argument. C'est pas quelque chose que tu présupposes. Mais donc, moi, je suis tout à fait favorable, si tu as une expression plus neutre ou moins connotée, de remplacer ça par cette expression, si tu en as une. Non, mais on peut garder fine-tuning tout en gardant à l'esprit que justement, c'est pas nécessairement un réglage, mais une observation d'un phénomène. Mais bon, gardons ce terme communément admis. Donc, comme tu disais, tu proposes trois alternatives toi, pour expliquer l'improbabilité apparente de notre situation, la nécessité, le hasard ou l'intelligence d'émerger. Oui, c'est ça. Alors, bon, déjà, pour moi, c'est un champ assez restreint de possibilités pour répondre au problème parce que, je sais pas, on pourrait admettre que notre compréhension du monde soit incomplète et qu'en présence d'un modèle plus riche, le problème tout simplement disparaisse. Mais bon, on va déjà analyser les trois alternatives que tu soumets. Alors déjà, tu détruis d'emblée la notion de nécessité, alors que, à mon avis, elle me paraît plus intéressante que ce que tu proposes, le traitement que tu en fais. Donc, on va en parler un petit peu. Mais avant d'entamer l'analyse, j'aimerais faire la critique d'un raisonnement que tu fais assez souvent dans ton livre, qui est d'estimer faiblement la probabilité des deux premières alternatives pour te ranger à la troisième sans en analyser la portée et la probabilité. Par là, tu fais un peu un sophisme du procureur. C'est-à-dire que tu n'as jamais analysé la pertinence, dans l'argument que tu as présenté, dans ta présentation, la pertinence d'une intelligence créatrice. Tu te ranges par défaut à cette option parce que tu as estimé les autres improbables. Pour moi, c'est une erreur de raisonnement, ça. Alors, en toute rigueur, hein, si on voulait être vraiment rigoureux, il faudrait évaluer effectivement la probabilité aussi de l'intelligence créatrice et la comparer aux autres probabilités. Donc, dans ce cas-là, je peux reformuler l'argument de manière bayésienne et de dire que la probabilité que l'on observe un réglage fin si Dieu existe est largement supérieure à la probabilité qu'on observe un réglage fin si Dieu n'existe pas. Et donc, là, il faudrait l'analyser, mais en tout cas, voilà, il s'agirait de ne pas sauter l'analyse de certaines possibilités avant de se ranger par défaut à certaines. Donc, je pense que déjà, il faudrait analyser ce qu'on entend par hasard et intelligence, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Bon, je suis d'accord avec toi que l'hypothèse selon laquelle des constantes auraient été tirées au hasard parmi un choix possible monstrueux et auraient miraculeusement été celles qui permettent la grande complexité structurelle, c'est une hypothèse assez peu crédible. Mais justement, ce n'est pas celle que la plupart des athées préconisent. Je connais peu de personnes qui vont simplement admettre que les lois de l'univers ont été tirées au hasard et que miraculeusement, c'est celle qui marche bien alors qu'il aurait pu en être autrement. Ça, ok, mais qu'en est-il de l'hypothèse de l'intelligence? Qu'est-ce que tu pourrais dire déjà sur comment tu définis déjà la notion d'intelligence? Parce que pour moi, toute manifestation d'intelligence, elle se définit en des termes temporels, matériels. Qu'est-ce que tu entends par intelligence démiurgique? Ah bah, l'intelligence, je dirais que c'est tout simplement, alors je ne vais pas donner de définition de l'intelligence parce que c'est un terme qui est communément admis. Enfin, on sait tous ce que l'intelligence veut dire. Donc, c'est le fait d'être un agent qui peut penser et par un acte
j'allais dire d'intellection, mais c'est circulaire avec la notion d'intelligence. J'ai pas j'ai pas une définition rigoureuse de ce qu'est l'intelligence parce que je considère que c'est un terme qu'on utilise souvent et tout le monde sait ce que ça veut dire, l'intelligence. Oui, mais pour moi, il apparaît que toutes les acceptions communes de l'intelligence présupposent déjà un être temporel, au sens où on part d'un état d'ignorance des phénomènes pour un état de compréhension ou d'action ou d'adaptation. Ça nécessite un esprit matériel sur lequel on a la structure du cerveau qui permet une action de pensée. Ça fonctionne par rapport à un modèle représentatif du monde extérieur, dans l'esprit du sujet. Enfin, je ne vois pas comment on peut concevoir une intelligence qui se sépare de tous ces composantes physiques. En fait. Ah ouais, mais ça veut pas dire que juste parce que tu vois pas comment il peut exister une intelligence en dehors d'un corps physique, ça veut pas dire que c'est en principe impossible qu'il y ait une intelligence d'ordre immatériel. Et donc là, l'argument du réglage fin, il cherche à établir justement que le réglage de ces constantes, il semble si finement ajusté que l'hypothèse de l'intelligence est la meilleure. Et juste cet argument nous donne une raison de penser que justement, il peut exister une intelligence en dehors des lois comment dire, en dehors d'un esprit corporel et matériel et temporel. Non, mais je pense que justement, c'est mettre un C'est un flou sur argument la positif en faveur de cette conclusion. En fait, si tu veux parler d'intelligence alors que toutes les manifestations de l'intelligence qu'on connaît et dont on a l'intuition commune, ce sont des manifestations qui présupposent un environnement physique, ça paraît du coup être compliqué de comprendre ce dont on parle si on se sépare de ces composantes. Donc, tu dis que l'intelligence est une notion commune qui n'a pas besoin d'être définie. Pour le coup, je pense que ça nécessiterait plus d'approfondissement. Alors, enfin, je dis pas que ça n'a pas besoin d'être défini, je dis juste que j'ai pas de définition formelle sous la main, parce qu'en général, les gens savent bien quand on parle d'intelligence. Euh, Euh, donc, je pourrais faire l'effort d'en chercher une et de le définir proprement s'il y a besoin. Ouais. Mais là, c'est juste que je ne l'ai pas sous la main. D'accord. Bon, on va revenir plus en détail sur l'argument de la nécessité. Pourquoi tu juges que la possibilité de la nécessité est quelque chose d'absurde Alors, j'aimerais que tu me récapitules un peu les arguments. Parce que, en fait, quand on dit, si je demande pourquoi est-ce que la constante de Planck vaut 6,64 fois 10 puissance moins 34, je crois, et que normalement, cette question, elle a du sens, c'est-à-dire que il y a besoin d'une explication. Et donc, le gars qui défend la nécessité, il va juste répondre, en fait, c'était nécessaire que ce soit comme ça et pas autrement. Et il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais donc, le gars qui défend la nécessité métaphysique, que les constantes sont métaphysiquement nécessaires, il doit soutenir que, déjà, il n'y a qu'un seul monde possible, il n'y a qu'une seule description de la réalité telle qu'elle aurait pu être, et il doit soutenir que l'univers n'aurait pas pu ne pas être adapté à la vie, qu'un univers qui n'est pas adapté à la vie est impossible. Et ça, c'est juste, c'est hyper difficile à croire. C'est tout à fait concevable que l'univers aurait pu ne pas être adapté à la vie. Encore une fois, je ne sais pas, parce qu'on va revenir sur les mêmes arguments que dans notre précédente vidéo. Tu parles de concevabilité, mais moi je te réponds qu'on n'a aucune idée de comment fonctionne à une échelle fondamentale notre univers. Et donc, ce qui permet, quelles sont les perspectives possibles ou impossibles. Encore une fois, je ne vois pas pourquoi tu rejettes d'emblée. C'est hyper dur de soutenir que le seul univers qui puisse exister, c'est le nôtre tel qu'il est. Enfin, je ne vois pas comment conceptuellement tu peux soutenir ça. Comment tu peux concevoir qu'il n'y ait qu'un seul univers possible. D'ailleurs, les scientifiques qui travaillent là-dessus en théorie des cordes, ils postulent l'existence de 10 puissance 500 univers. Donc, est-ce qu'on va dire que tous les scientifiques qui travaillent dans la théorie des cordes et qui postulent l'existence de plein d'univers différents, ils n'ont pas compris leur discipline, que ça ne sert à rien de postuler. Je ne vois pas le rapport, en fait. Quand on parle d'univers dans ce cadre-là, on parle de l'ensemble de tout ce qui existe. Donc, on peut tout à fait imaginer un modèle de multivers, où du coup, ce que j'appelle l'univers dans mon argument, ce serait le multivers. Et donc là, l'existence de ces constantes particulières serait expliquée dans
au sein d'un cadre plus large. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucun physicien, aucun scientifique qui défend que les constantes qui régissent le cosmos sont nécessaires. Et d'ailleurs, le fait même qu'il y en a qui, en travaillant dans la théorie des cordes, postulent l'existence de 10 puissance 500 univers différents avec des constantes différentes, du coup, qu'ils évaluent ces possibilités, ça montre que les scientifiques conçoivent que l'univers aurait pu être différent, que les constantes auraient pu être réglées différemment. Et donc, c'est pour ça que la théorie de la nécessité n'est pas défendue au niveau académique chez les physiciens. Et ce que je disais, c'est que justement, la théorie de la nécessité, elle n'est pas incompatible avec la vision du multivers. Simplement, on élargit notre vision de l'univers au sens commun. Alors que ça n'est plus simplement l'univers dans lequel on est, mais l'ensemble de tous les univers possibles. D'ailleurs, il y a un principe qu'on appelle le principe de plénitude, qui est un peu proche du nécessitarisme, qui postule que tout ce qui peut exister existe dans un univers parallèle. Donc, ce serait une sorte d'univers, de multivers métaphysique qui postule l'existence d'une infinité de mondes parallèles, de mondes possibles, dans lequel tout ce qu'il est possible de réaliser se réalise à un endroit donné, et notre monde possible n'a pas une prévalence ontologique sur tous les autres. Et je vois pas pourquoi ce serait plus coûteux de postuler ce cadre métaphysique qui répond de fait au problème du fine-tuning, plutôt que de postuler l'existence d'une entité génératrice comme Dieu. Ça violerait le rasoir d'Occam parce que tu aurais justement une infinité de mondes possibles avec tout ce qui est possible d'arriver arrive dans un certain monde, alors que donc c'est justement tu multiplies les hypothèses ad hoc sans, on n'a pas de preuves scientifiques ou d'arguments scientifiques qui laissent penser que de tels mondes existent. Et donc justement, il faut aller vers l'hypothèse la plus simple en appliquant le principe de parcimonie. Je vois pas pourquoi le principe de plénitude serait plus complexe que la perspective d'une force extérieure qui déterminerait de façon mystérieuse le nécessaire et le contingent à partir de ce qui est possible, en fait. Si on prend de la hauteur métaphysique et qu'on considère les deux cadres explicatifs du monde, l'un postule plus d'objets que l'autre, encore que si on considère les objets potentiels comme des objets simplement d'une nature ontologique différente, il n'y a pas plus d'objets dans l'un que dans l'autre, simplement une vision différente du monde. Il n'y a pas de complexité supplémentaire admise là. La complexité, c'est de dire que tout ce qui est réellement possible existe dans un monde possible dans un univers parallèle. Et ça, c'est immensément complexe. C'est-à-dire que tu as une infinité de mondes possibles. Donc déjà, ça présuppose la possibilité de l'infini actuel, ce qui est débattable. Et en plus, c'est immensément complexe, je trouve. En gros, tu dois dire que tout ce qui est possible existe vraiment dans un autre monde, dans un univers et il y a des univers avec des licornes, des lutins, qui existent vraiment. Tu connais des gens qui soutiennent ça sérieusement? Je pense que invoquer le rasoir d'Occam ici n'est pas forcément pertinent parce que son applicabilité dans la démarche rationnelle repose finalement sur l'observation d'une multiplicité d'alternatives, si tu veux. C'est-à-dire que les théories complexes ont beaucoup plus d'alternatives que les théories simples. C'est pour ça qu'on préfère les théories simples aux théories complexes. Oui. Mais cette théorie que je soumets n'a pas d'alternative. C'est un paradigme unique sur la nature de la contingence et de la nécessité, qui est de dire que la nécessité est universelle et qu'il n'existe pas de contingence, tournée sous la forme d'un modèle de multivers. Voilà, Et je oui, ne mais suis pas en train de le défendre activement, je dis juste qu'il n'y a pas de raison de le rejeter et de considérer que le rasoir d'Occam s'appliquerait ici. La seule différence avec une théorie, on va dire, standard, c'est la multiplicité des objets qu'il postule. Mais ce n'est pas une complexité paradigmatique, si tu veux. et cette hypothèse, elle présuppose l'existence réelle du multivers, contre laquelle j'ai argumenté dans mon exposé ainsi que dans le livre. Donc,
je sais pas, qu'est-ce qui expliquerait Alors, le il y a réglage deux de choses. Il y a deux ce choses différentes multivers. il y a deux choses différentes à distinguer. L'hypothèse du multivers physique, qui sont des hypothèses de cosmologie, et le principe de plénitude, qui est un paradigme métaphysique. Ce sont deux multivers de nature différente, si je veux dire. Donc on peut débattre et contre-argumenter sur l'un ou sur l'autre, mais ce ne sont pas du tout les mêmes modèles. Mais attends, toi, tu combines le principe de plénitude avec les multivers, c'est ça? Non, je dis que les deux alternatives sont possibles. Le principe de plénitude, ça porte sur la réalité des mondes possibles. L'argument du multivers physique, ça repose sur une vision beaucoup plus mesurable, on va dire, du multivers. Mais Mais le principe de plénitude présuppose l'existence des multivers. oui, dans un sens métaphysique, mais pas Oui. dans un sens physique. On parlera de multivers, mais en gardant à l'esprit que ce sont des objets assez différents des multivers physiques. D'ailleurs, même dans la théorie des multivers physiques, on a des multivers de différentes natures. Les mondes multiples d'Everett ne sont pas la même chose que les multivers de la théorie des cordes, qui ne sont pas la même chose que l'hypothèse de l'univers à fourche. C'est quel autre modèle. Donc il faut bien comprendre ce qu'on entend par multivers. Oui, et donc, tu es conscient que j'ai argumenté quand même contre la crédibilité du multivers. Donc, moi, je pense pas Représente tes que. arguments. Alors, qu'est-ce que tu. Déjà, Bah, quels sont les arguments contre le multivers physique? j'avais parlé déjà du rasoir d'Occam, que le multivers était une violation du principe de rasoir d'Occam, parce qu'il postulait une infinité d'univers, donc des hypothèses plus complexes, pour en expliquer une plus simple. Que historiquement, on sait que le multivers n'a été postulé que pour lutter contre l'hypothèse théiste dès qu'on a découvert le réglage C'est fin. pour ça que je C'est quand même un suis peu pas bizarre. d'accord avec le fait que, alors même si historiquement, alors déjà ça ce serait à vérifier, mais même si historiquement les multivers ont été invoqués pour cette raison-là, aujourd'hui les modèles de cosmologie actuels prétendent l'existence des multivers pour de toute autre raison que pour régler le fine-tuning. Euh, Ce sont des modèles qui Mais sont inclus dans des théories de gravité quantique, par exemple, pour répondre à des observations cosmologiques comme des variations dans le fond diffus cosmologique. Ça répond à des trous théoriques qui n'ont pas vraiment de rapport avec le fine-tuning. La théorie des cordes, par exemple, n'a pas de rapport avec le fine-tuning. le multivers, c'est une hypothèse qu'on n'a pas été capable d'observer, de détecter, de mesurer. Donc, d'après les critères de scientificité, Bah, c'est pas très je ne pense crédible. pas que Dieu ait été capable d'être mesuré, Non, observé. bah oui, mais ça c'est évident, parce que Dieu, s'il existe, est immatériel, et donc on ne peut pas le mesurer, le quantifier ou quoi que ce soit. Sauf que Mais le les multivers, s'il multivers existe, c'est une sont. entité physique. Et oui, mais c'est une entité physique s'ils existent. Et donc, ils sont mesurables, détectables, observables, parce qu'ils rentrent dans les critères de ce qui est scientifiquement détectable. Euh, Tu vois, c'est pas comme Dieu qui, C'est par pas parce que définition, le par nature, est multivers immatériel. c'est pas parce que le multivers a une forme physique, une nature physique, qu'il est nécessairement observable à notre niveau. Ce qui se trouve au-delà de l'univers observable, par exemple, ce sont des objets physiques. Pour autant, on sait qu'il est absolument impossible de les observer. Ce n'est pas un critère. Ce qui est physique n'est pas nécessairement observable. Le multivers, s'il existe, est très difficilement, voire impossible à observer. C'est pas pour autant que c'est une hypothèse qui serait plus complexe que dur. Encore une fois, le rasoir d'Occam s'applique dans un cas comme dans l'autre. Il ne tranche pas les paradigmes. Mais le rasoir d'Occam, il ne s'applique pas à Dieu. Le rasoir d'Occam, justement, c'est de favoriser l'hypothèse la plus simple. Et c'est une hypothèse très très simple de dire que il y a une intelligence créatrice du cosmos. C'est hyper simple comme hypothèse. Et donc, je vois pas Bah, pourquoi je tu ne sais pas compares les sur deux. quoi tu bases ta simplicité, mais encore une fois, si on n'a pas une bonne définition de l'intelligence et si on ne comprend pas vraiment ce que signifie cette force mystérieuse qui tranche le nécessaire et le contingent, pour moi, c'est pas quelque chose de plus simple que postuler que tout est nécessaire, par exemple, et que rien n'est contingent. Ou encore une fois que notre modèle du monde est incomplet et qu'on a encore beaucoup de
choses à découvrir sur l'étendue du cosmos. C'est un peu l'histoire des sciences, de découvrir que ce qu'on pensait être l'horizon d'observabilité est finalement quelque chose de très restreint par rapport à la réalité. Enfin, si tu discutes avec des physiciens et que tu leur dis que tout est nécessaire, enfin, on en avait discuté l'autre fois, mais moi, j'ai toujours pas compris pourquoi enfin, la physique quantique montre qu'il y a des événements indéterminés, d'accord? Donc, comment est-ce que tu concilies l'indétermination quantique avec le nécessitarisme? J'ai toujours du mal à comprendre comment tu fais ça. Ben, il y a des paradigmes comme le monde multiple d'Everett qui postule l'existence d'un multivers où tout ce qui est, enfin, tous les états potentiels des systèmes quantiques sont réalisés. Donc, je vois pas le problème. Ben, je sais pas, je connais aucun Non, on physicien ne qui va est défend le pas revenir nécessitarisme. sur les arguments de la vidéo précédente. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu refuses absolument de considérer que les constantes fondamentales ne peuvent pas avoir été des conséquences de principes plus profonds, plus simples, comme il est observé régulièrement en physique, qui expliquent leur complexité. Tu disais tout à l'heure que la constante de Planck donc, enfin, qu'il était concevable que la constante de Planck puisse être plus élevée ou plus basse. Sur quoi Oui. tu te bases pour affirmer ça? Et ça impliquerait pas de contradiction de supposer que la constante de Planck aurait pu valoir 6,64 et des bananes fois 10 puissance moins 34 et de changer ça à la 15e décimale derrière la virgule. Il n'y aurait pas de contradiction métaphysique à supposer que ce soit possible. Et c'est d'ailleurs l'opinion majoritaire des philosophes. Ouais. Bah, en fait, je ne sais pas, parce que si tu prends d'autres exemples comme pi, Ouais. de notre point de vue, pi aurait pu valoir 3,15 au lieu de Ouais, mais non. 3,14. Oui, attends, alors ça c'est typiquement une réflexion de mathématicien que je peux bien comprendre, mais sauf que c'est pas pareil parce qu'il faut distinguer la réalité physique et la réalité mathématique. Pi, c'est nécessaire qu'il fasse exactement la valeur qu'il fait parce que tout simplement c'est la division enfin, c'est la circonférence du cercle divisée en rapport avec le rayon. Et donc c'est normal qu'il fasse exactement cette valeur et pas un petit peu plus ou un petit peu moins. Pour ce qui est des constantes fondamentales, donc des constantes qui ne dépendent d'aucune loi physique, qui sont les constantes vraiment fondamentales qui régissent le cosmos, pourquoi est-ce que... enfin, on n'est pas du tout dans le même genre de scénario, parce que là, dans le cas de pi, on sait que ça doit être impliqué par le calcul du rapport entre la circonférence et le rayon, alors que les constantes fondamentales, donc qui ne dépendent d'aucune loi physique, là, pour le coup, il n'y a rien qui empêche Mais qu'elle fasse un tout petit peu sur plus ou quoi, un tout petit peu moins. sur quoi tu te bases pour affirmer que les constantes fondamentales actuelles sont absolument fondamentales et que elles ne sont déterminées par aucun principe plus élémentaire qui ne nous est pas accessible? Le terme constante fondamentale, pour moi, ça renvoie à une ignorance temporaire des scientifiques quant à l'origine des constantes. Et même au Les cours de l'histoire des scientifiques, sciences, tu as de nombreuses constantes qui ont pu être simplifiées par d'autres. Je sais pas, tu donnais l'exemple de C, par exemple, la vitesse de la lumière. oui. Bah, la vitesse de la lumière, aujourd'hui, elle est exprimable comme une racine inverse du produit de la perméabilité magnétique du vide et de la permittivité diélectrique du vide, par exemple. Tu vois. Donc, il n'y a aucune raison de considérer que les constantes qu'on observe aujourd'hui sont des constantes fondamentales. Ben, les scientifiques affirment qu'elles ont été réglées en amont de tout phénomène physique, donc elles ne dépendent d'aucune loi physique. Pour le coup, Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Quels scientifiques, quelles sont tes sources pour affirmer ça? Leonard Susskind, Alexander Vilenkin, en fait, Luke Barnes, comment il s'appelle? Robin Collins, les spécialistes du fine-tuning qui étudient ces questions et qui publient au niveau académique, ils affirment tous que les constantes sont réglées en amont de tout phénomène physique. Par contre, Les là où il phénomènes peut y avoir physiques, débat, on c'est connaît. Pas les lois de la nature, les lois réelles de la nature, on n'en a aucune idée. Hein. Les constantes fondamentales par rapport à nos théories actuelles sont déterminées en amont, mais sachant qu'on n'a aucune idée
la nature des lois physiques réelles, on ne peut pas affirmer que ces constantes ne sont pas déterminées par des règles plus simples. Mais regarde, Des en fait, nécessités le problème avec mathématiques, ce genre etc. d'argument, c'est que si par exemple, je te donne euh, un livre de Molière, par exemple, avec chaque page qui a du sens, des mots écrits les uns après les autres, qui racontent une histoire. L'hypothèse spontanée, c'est de dire il y a une intelligence derrière tout ça qui a écrit ces mots. Après, tu peux toujours essayer de postuler enfin, le fait que ce soit nécessaire que euh, les lois de la physique de l'univers devaient faire que ces lettres soient écrites comme ci, plutôt que comme ça, et qu'à chaque fois, ça devait être ce mot suivi de ce mot suivi de ce mot. Ok, c'est une hypothèse possible, mais c'est une possibilité purement théorique. Et Non, mais c'est quelque chose qui est très improbable. je conteste l'analogie. Là, c'est un peu la montre de Pélé que tu proposes. L'univers n'est pas du tout analogue à un livre ou une montre avec des engrenages bien spécifiques. Dans le cas de ton livre, c'est un sens qu'on a déjà compris. Enfin, je veux dire, le sens des mots est bien compris, tandis que l'univers n'a pas de raison d'avoir un sens intelligible a priori. Il existe, il est complexe, mais l'analogie n'est pas bonne. Tu dis que l'univers n'a pas. T'as dit quoi? Qu'il n'était pas intelligible a priori? Je dis qu'il n'y a pas de raison de considérer que la façon dont il est agencé transmet un message ayant du sens, tout comme le livre de Molière Oui, d'accord, ok. aurait Oui. du sens. Donc, Je sais bien, c'est pourquoi pas parfaitement analogue. Mais c'était pour te faire saisir le fait que, en fait, dans n'importe quelle situation, euh, peut-être que l'analogie du livre est pas bonne, mais tu peux toujours dire, quand on pose la question, mais pourquoi c'est comme ci plutôt que comme cela, tu peux toujours répondre, ah bah oui, mais parce que c'était nécessaire. Et arrêter des explications là. Tu vois, si je te demande pourquoi ce triangle est rouge au lieu d'être noir, eh ben, enfin, tu peux me répondre, bah, ultimement, c'est nécessaire que ce soit le cas, tu vois. Et moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas de nécessité à ce que enfin, les constantes soient comme ci plutôt que comme cela. Enfin, les trucs de quand on dit que quelque chose est nécessaire, ça veut dire que c'est absurde de vouloir chercher une explication plus loin, tu vois. Ça serait absurde de vouloir demander une explication au fait que la somme des angles d'un triangle fasse 180 degrés. Parce que justement, c'est nécessaire que ce soit le cas. Donc, il y a même pas à poser la question. Mais à partir du moment où je peux poser la question, mais pourquoi est-ce que cette constante fait cette valeur et pas plus ou moins epsilon, c'est une question qui est pertinente. C'est pas une question comme pourquoi est-ce qu'un triangle a trois côtés? Tu vois? Mais pourquoi en Ça serait quelque chose de nécessaire. pourquoi en mathématiques les gens s'évertuent à prouver des théorèmes, à faire des conjectures, alors que le monde mathématique est en lui-même nécessaire? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis concernant le fait que la nécessité empêche de se poser des questions sur comment fonctionnent les choses. On peut tout à fait remonter au fondement et avoir une meilleure connaissance de la réalité, alors même que toutes les conséquences de ces fondements sont parfaitement nécessaires. Le fait que la somme des angles des triangles soit de 180 degrés dans un espace euclidien, c'est quelque chose qu'on peut démontrer, qu'il est intéressant de prouver, de construire avec des théorèmes plus élémentaires. La nécessité n'empêche pas de se poser des questions sur l'univers. Je suis d'accord dans un certain sens, mais enfin, c'est juste que enfin, moi j'ai du mal à prendre au sérieux l'hypothèse nécessitariste comme quoi il y aurait un seul monde possible et que ça serait forcément le nôtre et que l'univers n'aurait pas pu ne pas être adapté à la vie. Parce que c'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de dire qu'il est impossible que l'univers ne soit pas adapté à la vie. L'hypothèse d'une émergence des constantes fondamentales n'est pas équivalente au nécessitarisme. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait de la contingence à des niveaux plus élémentaires, mais que sous leur forme actuelle de fine-tuning, les constantes sont déterminées par des principes contingents, mais plus simples. Tu vois. Oui, donc je suis d'accord que dire que les constantes sont métaphysiquement nécessaires n'implique pas de soi la position nécessitariste. En revanche, je dis que soutenir la thèse selon laquelle les constantes fondamentales sont métaphysiquement nécessaires, ça implique de dire que l'univers n'aurait pas pu ne pas être adapté à la vie, que l'univers devait forcément
être adapté à la vie. Et ça, c'est une opinion qui n'est soutenue, à ma connaissance, par aucun physicien. Il n'y a aucun physicien qui défend ça. Bon, très bien, on ne va pas revenir sur ça. Pour remettre un peu d'ordre dans les différents paradigmes, donc il y a plusieurs choses à distinguer. Le nécessitarisme radical, qui postule que l'univers tel qu'il est absolument nécessaire, donc on pourrait le concevoir à travers un principe de plénitude. Donc ça, c'est le nécessitarisme. Et ensuite, on a l'hypothèse de l'émergence qui postule que, en l'état, les constantes fondamentales que les physiciens connaissent aujourd'hui, c'est pas la constante gravitationnelle, la constante de Planck, toutes ces constantes-là sont déterminées en amont par des principes plus élémentaires et plus simples, qui ne sont pas, eux, forcément nécessaires. L'hypothèse de l'émergence n'est pas forcément un nécessitarisme. Et ça, je ne pense pas que ce soit vraiment contesté. Voilà. Donc, que l'hypothèse de l'émergence ne soit pas forcément du nécessitarisme, ça ok, ouais. Je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Et donc, pourquoi as-tu des problèmes à considérer que les constantes fondamentales puissent ne pas être les constantes fondamentales? Parce que pour moi, ça crie contingence. Parce que sinon, je suis obligé de soutenir que l'univers devait, que l'univers devait forcément être adapté à recevoir la vie. Oui, c'est ce que nous indiquent les observations du fine-tuning. Oui, sauf que, on peut tourner l'argument dans les deux sens. Hein, donc, oui, je sais, mais moi, on peut tourner dans l'argument dans les deux sens. Moi, je me range du côté tous les physiciens, enfin la quasi-totalité des physiciens qui pensent que l'univers aurait pu ne pas être adapté à la vie. Donc je me range du côté du consensus sur ce point-là. Le consensus sur ce point-là, dans le milieu scientifique, ça n'est pas qu'une intelligence créatrice a forcé les constantes. Je pense qu'il y a beaucoup de physiciens en réalité qui défendent cette. Je suis d'accord. Mais le consensus scientifique est que l'univers aurait pu ne pas être adapté à la vie. Ce qui contredit la nécessité métaphysique des constantes qui régissent le cosmos. Donc c'est juste sur ce plan-là. Et oui, mais qui n'est pas. après, ça implique pas de soi. Je suis d'accord avec toi que ça implique pas de soi qu'il y a un Dieu créateur. Et après, j'utilise d'autres arguments indépendants pour montrer que l'hypothèse du hasard n'est pas crédible, que si ce n'est ni la nécessité ni le hasard, alors la meilleure hypothèse explicative, c'est l'intelligence. Ou même d'un point de vue plus modeste, d'un point de vue purement bayésien. On peut se dire, on a l'hypothèse le fait du réglage fin. OK. D'un point de vue purement probabiliste, la probabilité que le théisme soit vrai si le réglage fin est vrai est supérieure à la probabilité que l'athéisme soit vrai si le réglage fin est vrai. Donc, je peux faire ça d'un point de vue purement bayésien, avec des probabilités conditionnelles. Ça ne donne pas une preuve absolue, mais ça te donne quand même un argument probabiliste intéressant. Le problème, c'est que le théisme ou l'athéisme, c'est pas une théorie. Tu peux pas utiliser. C'est pas une théorie unifiée. Tu peux pas baser ton. C'est une hypothèse. Tu peux dire que c'est une hypothèse. Tu peux dire l'hypothèse théiste, évidemment. Tu fais soit l'événement T égale Dieu existe. Tu dis, on définit l'événement T comme étant Dieu existe, et quelle est la probabilité que les constantes soient finement réglées si Dieu existe, et on compare ça à la probabilité que les constantes soient finement réglées si Dieu n'existe pas. Encore une fois, c'est pour ça que je mettais en garde au début de notre débat sur cette notion de réglage. Vu comment tu le tournes, effectivement, il est probable que si Dieu n'existe pas, les constantes puissent être bien réglées et tirées au hasard telles quelles. Mais justement, il convient de ne pas considérer qu'elles sont tirées au hasard sous leur forme, sous la forme qu'on connaît d'elles. Et on peut tout à fait aussi imaginer que ces constantes soient des conséquences nécessaires d'autres constantes plus simples, qui, elles, peuvent être nécessaires ou contingentes, et qui permettent l'émergence d'une complexité extraordinaire. Et encore une fois, le fait de considérer un paradigme athée, c'est beaucoup trop vaste et imprécis pour pouvoir faire une analyse bayésienne sur le raisonnement. L'athéisme, ce n'est pas une position explicative. D'accord, dans ce cas-là, le matérialisme. Concret. Tu
peux remplacer l'athéisme par le matérialisme. Donc, Mais quand quelle est la même, probabilité? le matérialisme, par exemple, dans le cadre d'un multivers, je vois pas pourquoi ce serait moins. L'analyse bayésienne serait équivalente. Dans le cas du multivers, oui, mais j'ai déjà donné des arguments contre Non, mais d'accord, l'existence mais même du voilà. multivers. Je pense pas que l'analyse bayésienne permette de trancher la question. Tout à l'heure, j'avais dit que même si le multivers existait, il faudrait qu'il y ait une explication du mécanisme qui génère aléatoirement les constantes des multivers. Et donc, ça ne ferait que déplacer la question du réglage d'un cran. Parce que le générateur du multivers aurait lui aussi besoin d'être réglé. Ouais, et tu ne penses pas que si on admet l'existence de ce problème du fine-tuning, Dieu est aussi une régression du problème? Non. Parce que Dieu est une réalité absolument simple, par définition, une réalité absolument simple, incausée, et donc il n'y a pas besoin de. Il ne peut pas y avoir de cause en principe de Dieu. Il peut y avoir de cause d'un Non, mais être qui est c'est pas sur la nécessaire causalité que la d'un régression se réglage. forme. Quelque chose qui est réglé est forcément causé. Non, mais de la même façon que l'argument nous pousse à envisager des univers possibles infiniment moins complexes que le nôtre, on pourrait envisager que Dieu puisse être infiniment moins créatif qu'il ne l'est, sans postuler de contradiction. En fait, l'argument Si. revient juste à évaluer la créativité du Dieu qui génère le réglage, tu vois. Ouais, et enfin, Et donc, par définition, non, attends, 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 non, par définition, si Dieu existe, par définition, Dieu est omniscient, omnipotent, il est parfait, et la notion de créativité rentre dans le cadre de ses perfections, donc Dieu est infiniment créatif. Et donc, oui, si mais le problème, c'est que la diversité ontologique n'est pas quelque chose de borné. Si la diversité ontologique est non bornée, il n'y a aucun optimal à atteindre. Donc on ne peut pas justifier la diversité du monde par l'idée que Dieu soit parfait, parce qu'il pourrait tout à fait faire un monde encore plus riche et diversifié. Par bien contre, sûr, la non-clôture n'invalide pas la distribution de probabilité, qui est indexée de façon proportionnellement inverse à la complexité. Donc finalement, on retrouve le même problème. j'ai pas compris le lien que tu fais entre sur ce que tu as dit sur la créativité, j'étais d'accord que c'est quelque chose de non borné. Enfin, tous les attributs de Dieu sont non bornés s'il existe, hein. S'il existe un être parfait, tous ses attributs, sa créativité, quoi que ce soit, c'est quelque chose de non borné. Sauf qu'à partir du moment où Dieu crée n'importe quel monde, quel que soit le monde N qu'il crée, il sera nécessairement borné dans ses attributs. Donc, je ne vois pas le rapport, en Bah, fait. la diversité ontologique, c'est-à-dire la diversité du monde tel qu'il est en réalité, et donc la complexité des structures qu'on peut y trouver en particulier. C'est ça qui est non borné, c'est pas forcément l'attribut de Dieu. On peut Oui. toujours imaginer, quel que soit le monde, et même un monde infiniment diversifié, qu'il puisse avoir encore plus de diversité. Et donc, comme il n'y a pas d'optimal à atteindre, il n'y a pas de raison que Dieu choisisse un monde plus complexe qu'un autre. Ok, très bien, oui. Et alors? Pourquoi le Dieu qui a créé ce monde a créé un monde de cette complexité-là, alors qu'il aurait été beaucoup plus probable qu'il choisisse un monde plus simple? Parce que je pense qu'à partir du moment où Dieu veut créer des créatures conscientes et intelligentes comme nous, il doit y avoir un degré de complexité minimale. D'accord? Donc, bien sûr, tu peux toujours augmenter et faire plus complexe et ça ne sera pas borné. Mais il y a un degré de complexité minimale. Donc, c'est minoré, si tu veux. D'accord, donc tu justifies ça par le finalisme. Bah oui, parce que si, dans l'hypothèse où Dieu existe et qu'il veut créer des créatures comme nous pour être en relation avec lui, il faut un degré de complexité minimale. Oui, mais encore une fois, pourquoi voudrait-il créer des créatures comme nous pour être en relation? Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faudrait justifier, qu'on va justifier de façon ad hoc pour pouvoir coller à notre hypothèse de départ. Donc, Ah, bah, non, parce que tu peux donner des justifications à ça. Alors, ça ne sera pas des justifications qui seront dépendantes de l'argument du réglage fin. Ça sera d'autres justifications philosophiques et même théologiques. Parce que si tu as de bonnes raisons de penser que
le christianisme est vrai, tu peux expliquer ce genre de choses. Hein. Oui, mais Et ça, justement, notre débat prend les choses dans l'ordre et pour l'instant, on n'établit pas que le christianisme est vrai avant d'avoir analysé les arguments sur le théisme. je sais, bien sûr. Mais donc, si toi, tu me poses la question de pourquoi est-ce que Dieu a fait ça plutôt que comme ça, il se peut que certaines de mes réponses à ça ne soient pas d'ordre strictement philosophique. Donc, je puisse y répondre, mais pas d'un point de vue strictement philosophique. On réservera ces questions pour probablement le prochain débat, parce qu'on aura encore des arguments moraux à discuter. Je pense qu'on pourra parler peut-être de la notion de relation, de nécessité de relation de Dieu à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur l'argument du fine-tuning. Non, non, c'est bon. Très bien. Donc, peut-être un argument qui est en lien, que je voulais voir un peu plus brièvement, c'était celui de l'apparition de la vie. Qu'est-ce que tu pourrais en dire En fait, je pense que faut faire attention avec ce genre d'argument de l'apparition de la vie parce que on peut vite tomber dans le God of the Gaps. Donc God of the Gaps, c'est l'idée du Dieu bouche-trou. Donc en gros, on ne sait pas comment est apparue la vie sur Terre. On n'arrive pas à créer la vie en laboratoire. C'est quelque chose d'hyper complexe, même avec nos meilleurs moyens actuels en biologie. Et donc, parce qu'on ne sait pas, on postule que c'est Dieu qui l'a fait. Donc ça serait je pense que ça serait un mauvais genre d'argument. Donc, en fait, si jamais il y a des arguments en faveur de l'origine de la vie, enfin, en faveur de Dieu, l'existence de Dieu, fondés sur l'origine de la vie, qui sont bons, il faudrait en principe montrer que de la matière, le vivant ne pourrait pas surgir de la matière inerte, qu'il y aurait un saut ontologique radical entre la matière inerte, faite de carbone, choses comme ça, et la production de la première cellule de vie, qui a un mécanisme très très complexe de reproduction, tout ça, de développement, et donc que c'est un saut ontologique qui est en principe infranchissable par les lois de la physique seule, et donc il faut une intervention divine. Donc cet argument, je le trouve intéressant, même si je ne pense pas que c'est un des plus forts. Et donc ouais, je dirais pas que je l'utiliserai dans mon arsenal principal d'arguments. Dans ton livre, tu parles bien de l'impossibilité de recréer en laboratoire dans des conditions abiotiques la vie. Donc, C'est ce tu que disent, utilises quand même l'argument. C'est ce que disent les scientifiques à l'heure actuelle. C'est impossible de créer la vie en laboratoire à l'heure actuelle avec nos connaissances. Et les scientifiques, les spécialistes de biophysique moléculaire, ils affirment tous que l'émergence de la vie, c'est inexplicable par la science actuelle et que les probabilités qu'un tel événement ait pu se produire sont similaires aux chances qu'une tornade soufflant sur une décharge d'un tas de ferraille puisse produire un Airbus à 320 en parfait état de marche. Donc ça, c'est Philippe Labro, qui est un chercheur au CNRS d'Orléans, qui dit ça. Donc bon, moi je constate, je suis pas scientifique, donc je constate un peu ce que disent les scientifiques à ce niveau-là, et apparemment c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant, ne serait-ce que l'apparition de l'ADN ou de l'ARN, des choses comme ça. Ou même le passage de l'inerte au vivant, ceux qui travaillent dans ces domaines sont absolument bouche bée et n'arrivent pas à trouver d'explication. Même après, enfin, le darwinisme avait semblé pouvoir trouver une explication au 19e siècle, mais finalement, au 20e siècle, ça s'est retourné et on a montré que, enfin, les sciences ont montré que, en fait, on n'en savait rien de l'émergence de la vie, et certains soutiennent même que c'est en principe impossible de passer de la matière inerte au vivant. Donc je trouve cet argument intéressant, mais je sais pas si voilà, c'est un des plus forts. D'accord. Bon, j'aimerais juste revenir sur la notion de probabilité, parce que la probabilité d'une émergence naturelle de la vie à partir de conditions inertes, si elle est possible, elle est certes improbable, mais on ne peut pas inférer de cette improbabilité une improbabilité globale sur l'état actuel de notre univers, parce qu'il faudrait examiner la taille réelle de l'univers pour pouvoir en avoir une idée.
sur un échantillon, il est certes improbable que la vie puisse émerger spontanément et même donner lieu à des structures complexes. Mais sur des milliards et des milliards de planètes, à travers un univers potentiellement infini ou du moins aux dimensions gigantesques, le nombre est grandement relativisé. C'est un peu la loi et si on couple ça à la notion de principe anthropique, le problème n'apparaît plus du tout. Bon, pour finir, j'aimerais... C'est si tu restes dans la probabilité, parce que y en a qui vont dire que c'est très improbable, et il y en a qui vont dire que c'est même en principe impossible de passer de la matière inerte au vivant, et que ce saut est un saut ontologique radical qui défie toute probabilité. Et donc, même dans un univers très grand comme le nôtre, ça ne peut pas arriver. Après, encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste de ce genre de truc. Je lis un peu ce que disent les spécialistes de biophysique et choses comme ça. Mais tu voudrais quand même dire un mot sur le principe de causalité proportionnelle, parce que je vois que dans ton livre, tu en parles. Oui, le principe de causalité proportionnelle, c'est en gros que c'est que l'effet doit exister que la cause doit avoir les ressources internes pour produire l'effet en question. Et donc, en fait, c'est un principe qui vient de saint Thomas d'Aquin, qui le développe un petit peu dans sa somme théologique. Saint Thomas nous dit que l'effet doit être contenu dans sa cause, ou bien formellement, ou bien virtuellement, ou bien éminemment. Et donc voilà, c'est un petit peu le principe que tout effet, toute cause doit avoir les ressources internes pour produire l'effet. Et donc là, l'argument appliqué à l'apparition de la vie, c'est que un monde purement matériel, fait d'atomes de carbone ou de choses comme ça qui interagissent entre eux, ne peut en principe pas générer un effet qui le dépasse ontologiquement, et donc la première cellule de vie, choses comme ça. Mais voilà. Tu as des arguments que tu pourrais proposer pour justifier ça, ou pas spécialement? Dans le livre, je n'ai pas défendu le principe de causalité proportionnelle longuement. J'ai juste renvoyé à un très très bon livre là-dessus de Edward Feather qui s'appelle Five Proofs of the Existence of God, qui lui est un thomiste pur jus et qui défend ce principe à longueur de page en répondant à tous les contre-exemples qu'on a essayé de proposer. Et donc, j'avais lu ça il y a 2 ans et j'avais trouvé ça très intéressant. Et donc, il reprend notamment les prétendus contre-exemples à ce principe par la science moderne. Donc, pour ceux qui sont intéressés, lisez la défense de Feather dans Five Proofs of the Existence of God, sorti en 2017, où il défend ce principe à longueur de page. Voilà. D'accord. Pour ma part, je renvoie nos auditeurs à l'automate cellulaire Game of Life, qui avait été conçu par le mathématicien John Conway, qui est un fabuleux exemple de principe d'émergence. Avec des principes élémentaires, on arrive à créer un système dit Turing complet, c'est-à-dire qui peut imiter le fonctionnement d'un ordinateur. Et je trouve que c'est une belle illustration de lois très simples qui peuvent faire émerger de la complexité de façon naturelle et sans saut ontologique, on va dire. Je pense que c'est à la lumière de ce genre d'exemple qu'on peut comprendre potentiellement pourquoi certaines structures très complexes peuvent néanmoins être fondées sur des systèmes aux règles très simples. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les arguments cosmologiques, à moins que tu voulais ajouter des éléments. Ouais, donc j'aimerais juste faire le bilan. Donc, toi, tu disais que tu reconnaissais l'existence d'une cause incausée, c'est-à-dire une cause première à la source de l'existence, mais que tu étais sceptique sur le fait d'identifier cette cause première nécessaire à Dieu, c'est ça? Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Pour moi, la cause incausée serait plus une notion strictement ontologique. L'être, par exemple. Mais de là à en donner des caractéristiques divines, il y a un pas que je ne franchirai pas. Alors, c'est drôle que tu dises l'être en général, parce que pour un thomiste, donc un disciple de saint Thomas,
saint Thomas dira que Dieu est acte pur et qu'il est l'acte d'être. Donc justement, c'est une réalité ontologique très simple et alors bien sûr, saint Thomas dirait qu'il y a de l'intentionnalité en Dieu, et des choses comme ça, des attributs, de la bonté, des choses comme ça, mais il reconnaîtra comme toi que Dieu, c'est une réalité ontologique purement simple et que c'est l'acte d'être, l'acte même d'existence. Donc Moi, voilà. ce que je conteste dans la notion de Dieu, c'est le fait de relier différents attributs qui, a priori, n'ont rien à voir. On avait déjà discuté la dernière fois de la notion d'intelligence, de volonté. On dira peut-être un mot sur la notion de bonté la prochaine fois, lorsqu'on parlera des arguments moraux. Mais le fait de relier la cause première à une personne, enfin, un esprit, on va dire, qui serait à la fois intelligent, bienveillant, disposant d'une intention, tout cela me paraît très contestable, pour résumer ma position sur le sujet. Ouais. Après, moi, je pense que pour les attributs divins, ce qui nous donne le plus de richesse, entre guillemets, c'est l'effet cumulatif des arguments en eux-mêmes. Donc, je pense que l'argument moral nous donne comment dire, une source transcendante du bien. L'argument du réglage fin nous fait comprendre que cette source, elle est intelligente parce qu'elle est la source de ses constantes. L'argument du calame nous fait comprendre qu'elle est en dehors du temps, de l'espace, de la matière. L'argument de la conscience et de la rationalité nous fait comprendre qu'elle doit être de nature rationnelle parce qu'elle doit être capable de produire de la rationalité dans le monde. Et en fait, quand on prend en fait, ces arguments de manière ensemble, non pas de manière séparée comme on fait jusqu'à maintenant, et qu'on regarde un petit peu, on peut se dire, bah ouais, c'est pas délirant de penser que elle puisse avoir ces attributs. Mais bon, on n'a pas encore traité de l'argument moral, choses comme ça, donc on en parlera Justement, dans ce une sera prochaine. l'objet de notre prochaine vidéo. Voilà. Très Et bien. ben, merci en tout cas, Hugo. C'était un plaisir de débattre à nouveau avec toi sur ces sujets. Ouais. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.